La scène était parfaite, le hall imposant d'un mariage de conte de fées, et j'étais là, debout à l'entrée, drapée dans une robe que j'avais créée de mes propres mains. Une pièce d'une élégance discrète, aux lignes pures et d'une valeur qui dépassait le coût total de la moitié des invités réunis. Alors que je me présentais à l'équipe, j'ai vu leurs yeux s'écarquiller, leurs doigts nerveux glisser sur l'écran de la tablette. Une pause gênante, un nouveau regard, puis les mots qui ont tout brisé. Je suis désolée, mais ton nom n'est pas sur la liste. Je pensais que c'était une erreur. Après tout, j'avais conçu chaque invitation, chaque détail de la décoration, chaque ligne du menu. Même la robe de la mariée avait quitté mes mains. Mais quand je me suis tournée vers ma mère, il n'y avait aucune surprise sur son visage, juste un sourire ironique, presque amusé. Elle s'est approchée, a baissé la voix comme si elle partageait un sale secret et a laissé échapper: votre sœur se marie dans une grande famille. Nous ne pouvons pas permettre à une pauvre petite couturière de débarquer ici et de ternir notre image. C'est à ce moment-là que tout a pris un sens. Chaque regard dédaigneux, chaque rire étouffé, chaque fois que j'étais ignorée comme si je n'existais pas. Ils n'ont jamais eu l'intention de m'inclure. J'étais assez bon pour travailler, créer, servir, mais sans jamais être vu. Être reconnu. Puis sourire. Pas un sourire amer, mais un de ceux qui précèdent un coup bien ciblé. J'ai tourné le dos à ce monde d'hypocrisie, mais avant de m'éloigner, j'ai laissé tomber une phrase qui résonnerait longtemps: pas de problème. N'oubliez pas de payer pour la robe. 3 jours plus tard, ma mère a ouvert la facture. La valeur, 27 500 $. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. 98 appels manqués. Un message vocal désespéré: Claire, il faut qu'on parle de ce projet de loi. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Mais il n'y en avait pas. Je n'ai pas répondu. Ce n'est pas seulement une histoire d'exclusion. Il s'agit du moment où celui que vous méprisez se révèle comme la clé de tout. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Cela a tout changé. Claire Sutton avait 32 ans, célibataire et vivait seule dans une maison de ville reconvertie au-dessus d'une arcade tranquille à Savannah. À première vue, elle ressemblait à une femme ordinaire, polie, réservée, au discours mesuré. Mais derrière cet air discret se cachait l'un des esprits les plus brillants de la couture nuptiale. Sous le pseudonyme d'Héloïse, elle avait habillé des héritières, des magnats des médias et des filles de politiciens avec des créations qui ne criaient pas mais murmuraient le luxe. Chaque point était fait à la main, chaque détail était une œuvre d'art. Son travail était une légende dans les cercles les plus exclusifs, mais pour sa famille, elle n'était que Claire. La fille qui ne s'intégrait pas. Les Sutton étaient une famille du Sud qui mesurait la valeur des gens par le nom de famille qu'ils portaient. Linda, sa mère, avait transformé le mariage de ses filles en une stratégie de promotion sociale. Rachel, la première-née, était le joyau de la couronne, polie, impeccable, façonnée pour bien se marier et briller lors des dîners de gala. Claire, avec ses mains calleuses et ses nuits blanches à dessiner des modèles à la lueur d'une lampe, avait toujours été une nuisance. Son père, le seul à avoir cru en elle, était mort quand elle avait 16 ans. Depuis, Claire a été tolérée, jamais célébrée. Ainsi, lorsque Rachel a appelé quelques mois avant le mariage pour lui dire « Je veux quelque chose d'unique, quelque chose de différent », une lueur d'espoir a jailli chez Claire. Sa sœur a parlé d'économie, de la façon dont l'œil clinique de Claire permettrait d'économiser des milliers de personnes. Elle a accepté non pas pour l'argent, mais pour l'illusion que, cette fois, elle serait vue. Il passa 120 heures à coudre la robe de la mariée, un portable et dentelle rares, finit chaque couture à la main. Il a également conçu les menus, les panneaux de bienvenue et le plan de salle. Personne n'a demandé combien cela coûtait. Personne n'a proposé de payer. Les Sutton s'attendaient simplement à ce qu'elle donne, comme elle l'a toujours fait. Le jour de son mariage, Claire s'est habillée avec soin, non pas pour impressionner, mais pour honorer son propre travail. Sa robe, sa propre création en soie gris clair, était d'un pur raffinement, col montant, silhouette impeccable, élégante sans voler la vedette. Sur les lèvres, un rose pâle. À ses oreilles, des boucles d'oreilles héritées de son père, son dernier souvenir de lui. C'était un hommage silencieux à la femme qu'elle était devenue malgré tout.
En arrivant à la propriété, la cérémonie n'avait pas encore commencé. Elle passa devant la fontaine de pierre, traversa l'arc de rosier grimpant qu'elle avait elle-même suggéré dans le projet, et arriva à l'entrée de la réception. Une jeune femme avec une tablette à la main l'a arrêtée. Claire Sutton, dit-elle en souriant. La fille tapa, fronça les sourcils, tapa encore. Pourriez-vous l'épeler? Après une nouvelle recherche infructueuse, vint la phrase qui glaça le sang de Claire, malgré le masque de sérénité qu'elle portait comme une armure. Désolée, mais ton nom n'est pas sur la liste. Elle prit une profonde inspiration. J'ai conçu la robe de la mariée. Je suis sa sœur. L'employé semblait véritablement en détresse. Je comprends, mais la liste est close. Je ne peux laisser entrer personne qui n'est pas autorisé. C'est alors qu'il vit sa mère s'approcher, glissant sur le sol en marbre comme si le lieu lui appartenait. Il n'y avait aucune inquiétude sur son visage. Pas de surprise. Juste l'expression de quelqu'un qui attendait déjà ce moment. Vous êtes venu, dit Linda avec un calme étudié. C'était courageux. Claire garda sa voix basse mais ferme. Je ne suis pas sur la liste. Non, confirma Linda en croisant les mains avec une élégance calculée. Nous ne vous avons pas inclus. Pourquoi? Claire sentit le poids de la question, mais ne le laissa pas paraître. Sa mère regarda autour d'elle, comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. Puis, baissant la voix, Rachel se marie dans une famille importante. Riche. Influente. Nous ne pouvons pas avoir une couturière qui débarque ici dans une robe faite maison, rappelant à tout le monde d'où nous venons. Les mots piquèrent, mais Claire ne broncha pas, je ne suis pas un fardeau. Tu n'as jamais été comme nous, répondit Linda avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu as toujours suivi ton propre chemin, et ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui n'est pas ton jour. C'est celui de Rachel. Laisse-la briller. Le cœur de Claire battait à tout rompre, mais sa voix restait calme. J'ai confectionné la robe. Et nous sommes reconnaissants, dit Linda avec une douceur plus cruelle qu'un cri. Mais le travail est déjà fait. C'est alors que Claire a compris, il ne s'agissait pas d'oublier. C'était un choix. Un rejet calculé. Puis elle sourit pas amèrement, mais avec la clarté de quelqu'un qui voit enfin la vérité nue. Pas de problème, dit-il avant de se détourner. N'oublie pas de payer pour la robe. Et il est parti. Pas de larmes. Sans regarder en arrière. Il monta dans sa voiture, sortit son téléphone portable et envoya la facture prête depuis des jours, détaillée, professionnelle, incontestable. 3 jours plus tard, alors qu'elle buvait du thé dans un café tranquille, Claire regardait son téléphone portable. 98 appels manqués. Un message vocal, entre poli et désespéré. Claire, il faut qu'on parle de ce projet de loi. Je pense qu'il y a eu une erreur. S'il te plaît, appelle-moi. Elle n'a pas appelé. Certaines dettes ne peuvent être payées avec de l'argent. Mais celui-ci? Celui-là oui. Et Claire n'a pas répondu au téléphone après la facture, ni après le message. Son silence n'était plus de la passivité, c'était du pouvoir. Alors qu'il remuait sa cuillère dans son thé, ses pensées s'envolaient vers des endroits qu'aucune valeur monétaire ne pouvait atteindre. Des lieux plus anciens que la colère, plus profonds que la fierté. Elle n'avait pas toujours été aussi sereine. Il fut un temps où Claire Sutton pleurait à cause des dîners froids et des anniversaires oubliés. Une époque où elle se serrait dans des robes moulantes et des sourires forcés, attendant un seul geste d'approbation de sa mère. Mais cette approbation n'est jamais venue. Pas quand je peignais. Pas lorsqu'il est arrivé deuxième à un concours d'art régional. Pas même lorsque ses croquis de mode ont été publiés anonymement dans un magazine étudiant lors de sa dernière année de lycée. Dans la maison Sutton, la valeur était mesurée par la capacité de façonner et non de créer. Rachel a toujours été la star. Depuis la maternelle, ses dessins allaient au réfrigérateur, ses notes étaient affichées lors des déjeuners du dimanche. Elle a suivi des cours d'étiquette et posé pour des photos qui seraient exposées comme trophées. Claire était l'ombre qui ne correspondait pas au portrait parfait. Jusqu'au jour où il a cessé de s'en soucier.
Parce que certaines personnes sont nées pour briller sous les projecteurs. Autres. Ils tissent la lumière. Et Claire avait enfin compris qu'elle n'avait pas besoin de la scène Sutton pour être extraordinaire. À voir. Pas en tant que fille déplacée des Sutton, pas en tant que sœur qui n'a jamais rentré dans le moule, mais en tant que Claire. La femme qui a transformé le rejet en couture, la solitude en soi et chaque cicatrice en un point invisible qu'elle seule savait déchiffrer. Mais l'ironie du sort a un goût amer, et parfois il serre ses cours dans des verres en cristal. Lorsque Rachel a annoncé ses fiançailles avec Michael Grant, Claire n'a pas ressenti le poids de l'envie, elle a ressenti le poids de la preuve. Parce que là, à cette table décorée de vaisselle d'héritage et de sourires pratiqués, se trouvait l'homme qui, sans le savoir, avait construit un empire grâce en partie aux mains que sa propre famille avait toujours ignorées. Les mains de Claire. Les coutures d'Héloïse. Elle aurait pu dire quelque chose. Il aurait pu le lâcher, négligemment, entre une gorgée de vin et le commentaire de sa mère à propos du buffet. « Michael, au fait, tu as entendu parler d'Héloïse ? Ses épouses adorent mon décolleté. » Il a imaginé la scène, la fourchette de Rachel flottant dans les airs, les yeux de Linda Sutton plissés comme si Claire venait de cracher dans l'assiette en porcelaine de son arrière-grand-mère. Comme c'est absurde, Claire. Tu exagères toujours. Et Michel ? Il riait, poli, confus, tout en examinant intérieurement les contrats, les paiements, les signatures numériques qui ne portaient jamais le nom de famille Sutton. Non, c'était mieux ainsi. Mieux vaut qu'Héloïse reste intacte, un secret si bien gardé que même le mari de sa sœur ne soupçonnait pas que la femme qui signait ses chèques était la même qui, à 12 ans, cachait ses larmes dans la robe de communion de Rachel pour que personne ne remarque les taches d'herbe. Mieux vaut que son art soit jugé sur ce qu'il était, et non sur le sang qu'il n'en a jamais voulu. Et pourtant, il y avait des nuits où Claire se réveillait avec des picotements dans les mains, comme si ses doigts tenaient encore l'aiguille. Des nuits où elle se demandait ce que cela ferait de s'asseoir à table non pas en tant qu'invité toléré, mais en tant qu'invité d'honneur. Qu'est-ce que ce serait d'entendre votre propre nom sortir de la bouche de Michael Grant, non pas comme une salutation forcée, « Oh, Claire, quelle surprise de vous voir ici », mais comme une reconnaissance. Vous êtes la raison pour laquelle nos mariés pleurent quand elles se voient dans le miroir. Mais ces pensées étaient un luxe, et Claire avait appris très tôt que le luxe avait un prix élevé. Alors elle les enfouit sous plus de travail, plus de croquis, plus de nuits où le seul bruit dans l'atelier était le bruissement de la soie et le tic-tac de l'horloge murale qui marquait les heures que personne ne lui rendrait jamais. Jusqu'à ce qu'un après-midi, une enveloppe arrive. Pas une enveloppe ordinaire, avec des factures ou des invitations qu'elle ignorait, mais une enveloppe en papier épais, scellée à la cire rouge. À l'intérieur, une carte manuscrite, « Miss Héloïse ou devrions-nous vous appeler Cél ? Monsieur Grant demande votre présence. » Discrétion garantie. Claire tenait le papier comme s'il s'agissait d'une grenade. Parce que Michael Grant n'a fait aucune demande. Il passait des commandes, signait des contrats, déplaçait des pièces sur l'échiquier sans jamais se salir les mains. Et pourtant, c'était là, une invitation. Ou un piège. Elle devrait le déchirer. Il devrait les jeter au feu, comme il l'a fait avec les lettres de Noël que sa mère envoyait par obligation. Mais quelque chose, peut-être la curiosité, peut-être la fureur silencieuse des années englouties poussa ses doigts à tracer l'adresse sur le GPS. Le bureau de Michael Grant ne sentait pas l'argent. Cela sentait le pouvoir, du cuir vieilli, du café fraîchement moulu et ce parfum subtil d'encre de stylo que seuls les hommes qui signaient encore des documents à la main portaient. Lorsqu'elle entra, il avait le dos tourné, regardant par la fenêtre comme si la ville était un royaume qui lui appartenait. Et, d'une certaine manière, il y appartenait. « Vous êtes venu, dit-il sans se retourner. » Ce n'était pas une question. Claire n'a pas répondu. Pas comme Claire, du moins. Elle ajusta ses lunettes, croisa les bras et laissa le silence parler pour Héloïse. Ce n'est que lorsqu'il se retourna enfin qu'elle le vit, il n'y avait aucune reconnaissance dans ses yeux. Il n'y avait aucune allusion à « Oh, tu es la sœur de Rachel ». Il n'y avait que l'expression d'un homme qui regardait enfin le visage derrière le mythe. « Je ne savais pas que tu existais vraiment », a admis Michael, et il y avait quelque chose de presque respectueux dans sa voix. « Je ne connaissais que ses coutures. »
Elle aurait dû sourire. J'aurais dû dire quelque chose de spirituel, quelque chose qui le mettait mal à l'aise, qui le faisait remettre en question tous les chèques qu'il avait écrits sans savoir à qui. Mais ce qui est ressorti, c'est la vérité, brute et non filtrée. Maintenant tu sais. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis des années, Claire Sutton ou Héloïse, ou CE, ou quel que soit le nom qu'elle avait utilisé pour survivre ne se sentait pas invisible. Elle se sentait dangereuse. La suppression n'était pas une décision nette. C'était une lente érosion, une compréhension qui s'installait comme un poison à action prolongée. Il savait exactement ce qu'il faisait. Claire n'a reçu aucune réponse de Linda. Pas de « désolé, j'ai oublié », ni de « je vais vérifier ». Rien. Juste le silence élastique qui s'étirait entre eux, suffisamment mince pour l'ignorer, suffisamment résistant pour ne pas se briser. Elle aurait pu insister. Il aurait pu appeler, il aurait pu affronter, il aurait pu laisser la colère, cette vieille connaissance qui brûlait derrière son sternum, dicter ses actions. Mais il ne l'a pas fait. Parce que Claire Sutton, ou Héloïse, ou la femme qui cousait les rêves en soi, avait appris depuis longtemps que certaines batailles ne se gagnaient pas en criant. Ils ont été fabriqués avec des aiguilles. Et ainsi, elle a continué à travailler. La robe était prête 3 jours avant la date prévue. Un chef-d'œuvre de la couture française, avec une traîne qui coulait comme de l'eau et un corsage si précis qu'il semblait sculpté dans le corps de Rachel. Chaque point était un secret, chaque détail une signature invisible. Claire l'a livré personnellement, dans une boîte en bois doublée de satin, sans étiquette, sans note, sans rien qui puisse être interprété comme une demande de reconnaissance. Linda a signé le reçu d'un geste distrait, déjà au téléphone avec le fleuriste. Rachel n'a même pas levé les yeux lorsque Claire a laissé le paquet sur la table basse de la suite nuptiale. Merci, dit Rachel, sans lever les yeux de son iPad où elle examinait la disposition de la table. Tu es un ange. Un ange. Pas une sœur. Pas un artiste. Un ange, ces êtres qui existent pour servir, qui doivent être invoqués lorsque cela est nécessaire et oubliés lorsqu'ils ne sont plus utiles. Claire sourit. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Vous êtes les bienvenus. Elle a quitté l'hôtel les mains vides, mais pas le cœur. Car là, entre le murmure des employés qui arrangeaient les derniers détails et l'odeur des roses blanches qui inondaient les couloirs, quelque chose en elle s'est réorganisé. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une clarté coupante, comme une lame de ciseaux trop tranchante pour être ignorée. Il ne la verrait jamais. Peu importe le nombre de robes qu'elle créait, le nombre de détails parfaits qu'elle livrait avec des baisers. Pour eux, elle serait toujours la fille qui dessinait dans les coins, la sœur qui savait se débrouiller avec une aiguille, la fille qui choisissait le mauvais chemin. Et pour la première fois, Claire réalisa qu'elle ne voulait plus être vue par eux. Parce qu'être vue par ceux qui ne savent pas regarder, c'est comme être invisible. Elle retourna au studio, ferma la porte et se laissa ensuite trembler les mains. Pas par faiblesse. D'anticipation. Parce que Claire Sutton, la femme devenue Héloïse, devenue CE, devenue ombre pour survivre, était sur le point de cesser d'être invisible. Et quand elle émergerait, ce ne serait pas comme un ange. Ce serait comme un feu. La réception résonnait encore des derniers souffles d'une nuit qui refusait de se terminer. Les cristaux des lustres reflétaient la lumière dorée comme des couteaux discrets, coupant l'air rempli de parfums coûteux et de promesses encore plus coûteuses. Rachel, radieuse dans la robe que Claire avait cousue de ses propres mains, chaque point était un appel silencieux à l'approbation tournoyait parmi les invités, son rire étant une cloche d'argent accordée pour sonner comme de la gratitude et non de la possession. Michael, immobile près de la fenêtre de la suite nuptiale, regardait le jardin en contrebas, où les pétales des roses que Claire avait sélectionnés une à une se fondaient désormais dans la terre, piétinés par les chaussures de créateur. Sa chemise blanche, immaculée il y a seulement quelques heures, commençait à céder la place à la moiteur de sa sueur nerveuse. Il ne se retourna pas lorsque la porte s'ouvrit. Linda entra sans frapper, ses talons s'enfonçant légèrement dans le tapis perçant comme si même le sol conspirait pour amortir son arrivée. La robe en soie couleur champagne que Claire avait suggérée comme étant élégante sans être prétentieuse, collait désormais à sa peau comme une seconde couche d'arrogance. Ses doigts,
ornée de la bague en émeraude qui appartenait à la famille depuis des générations, tremblait en tenant la tablette. L'écran illuminait son visage d'une lumière froide et bleutée, qui mettait en valeur chaque ride de dédain que des années de botox n'avaient pas réussi à effacer. Avez-vous vu? La voix de Linda était un murmure aigu, du genre qui contenait plus de venin qu'un cri. Elle tourna l'appareil pour que Michael puisse le lire, même si elle savait qu'il le savait déjà. Tout le monde le savait maintenant. L'email de Claire n'était pas une bombe. C'était une œuvre d'art de vengeance silencieuse. Chaque ligne, chaque valeur, chaque description méticuleuse des services rendus et jamais reconnus était comme un crochet tressant le linceul de sa propre hypocrisie. Conception et exécution de la robe de mariée, 180 heures, valeur marchande, 12 600 $. Révision de dernière minute pour les ajustements d'éclairage, 42 heures, non facturés auparavant. Coordination florale et décoration, 60 heures, 30% de dépassement du budget en raison du choix de fournisseurs premium non approuvés dans le contrat, point. La liste s'allongeait, implacable, chirurgicale. En pied de page, en gras, total dû, 47 890 $. Délai de paiement, 7 jours. Les retards entraîneront des intérêts de 1,5% par mois, selon la clause 8.3 du contrat signé le 12 mars 2023. Michael se retourna finalement. Son visage, si soigneusement sculpté pour exprimer le pouvoir, révélait désormais les fissures, la mâchoire tendue, l'œil gauche se contractait dans un tic que même les meilleurs chirurgiens plasticiens de New York ne pouvaient dissimuler. C'est du chantage. Sa voix était basse, mais le ton ne laissait aucun doute, c'était la première fois depuis des années que quelqu'un le faisait se sentir coincé. Linda laissa échapper un rire sec, comme des feuilles sèches écrasées sous un talon louboutin. Ce serait du chantage si elle demandait de l'argent pour ne pas dévoiler nos secrets. Ceci, elle a tapoté la tablette avec son vernis à ongles nude parfait est une facture. Et apparemment, nous le devons. Michael s'avança vers la table basse, où l'attendait une bouteille de whisky single malt, à moitié vide. Il se versa 2 doigts du liquide ambré, l'avalant comme s'il pouvait brûler la vérité avec sa gorge. Elle ne poursuivra pas, sa certitude sonnait comme une prière. Claire n'a pas le courage de faire ça. Linda le regardait par-dessus le bord du verre qu'elle n'avait pas touché. Je connaissais ce ton. C'était le même qu'il utilisait lorsqu'il concluait des transactions d'1 million de dollars avec une poignée de main et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Vous ne la connaissez pas, elle laissa pendre les mots, lourds comme l'odeur des fleurs fanées dans l'air. Aucun de nous ne le sait. Dehors, la nuit engloutissait les derniers vestiges du banquet. Les tables, désormais désertes, présentaient des taches de vin comme des plaies ouvertes sur le linge blanc. Les compositions florales, autrefois exubérantes, pendaient avec lassitude, les pétales tombant comme des larmes que personne n'avait versées. Et quelque part, à des kilomètres de là, Claire Sutton dormait avec la facilité de quelqu'un qui avait finalement arrêté de demander la permission de prendre de la place. Quand le soleil se lèverait, il serait toujours là, piégé dans le piège doré qu'il s'était construit. Mais elle était déjà loin. Rachel regardait l'écran du téléphone comme si le nom de Claire était une accusation clignotante et implacable. L'appel est arrivé sur la messagerie vocale pour la 3e fois et le silence qui a suivi a été plus éloquent que n'importe quel cri. De l'autre côté de la table, Linda tapait avec ses doigts tremblants, la colère transformant ses lettres en petits claquements contre l'écran. Elle ne peut pas faire ça. Pas après tout. Michael croisa les bras, le cynisme gravé dans chaque ligne de son visage. Après tout, répéta-t-il, comme s'il goûtait les mots et les trouvait aigres. Après que tu l'as traité comme une faveur inconfortable. Après que tu as utilisé son talent comme monnaie d'échange pour une journée parfaite qui, ironiquement, n'existait que parce qu'elle l'avait créée. Rachel serra les poings. Vous exagérez. Elle a proposé son aide. Ce n'était pas un contrat. Ce n'était pas un contrat parce que vous ne lui avez jamais donné cette option. La voix de Michael était froide. Vous l'avez réduite à la tante célibataire qui court alors qu'elle, cette même personne, redéfinissait toute une industrie sous un pseudonyme. Et maintenant vous êtes surpris qu'elle prenne ce qui lui appartient? Linda laissa échapper un rire sec.
$27 000? Pour une robe? C'est du chantage émotionnel. Non. Michael montra l'écran. C'est un reçu. Un document qui prouve que, pour la première fois, quelqu'un dans cette famille a traité Claire Sutton comme ce qu'elle est, une professionnelle. Alors qu'on la voyait comme un projet caritatif, le reste du monde la voyait comme un génie. Le téléphone de Rachel vibra à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Claire. Il s'agissait d'une notification de la banque, virement reçu, 27 500 $. Expéditeur, c'est Sutton. Elle haleta, comme si elle avait reçu un coup de poing. Est-ce qu'elle a déjà été accusée? Linda est devenue pâle. C'est du vol. Contestons-le. Michael s'est contenté de sourire un sourire sans joie, juste l'amère satisfaction de quelqu'un qui voit la justice rendue en une seule dose. Contester quoi? Une prestation rendue? Une valeur justifiée ligne par ligne? Il ramassa l'ordinateur portable et le retourna pour qu'il puisse tout lire à nouveau. Elle n'a pas demandé la permission. Elle n'a pas demandé de reconnaissance. Elle a juste pris ce qui vous appartenait. Pause. Comme tu l'as toujours fait avec elle. Dehors, le vent faisait trembler les dernières lanternes de mariage, désormais éteintes. À l'intérieur de la maison, le silence était si épais qu'on entendait le bruit de l'argent frappant le compte non pas comme un coup, mais comme le dernier point final d'une histoire que Claire avait décidé de réécrire elle-même. Et, pour la première fois, personne dans cette famille n'avait le droit de modifier une seule virgule. L'écran de la tablette illumina le visage de Keisha d'une lumière froide, mais Claire cligna à peine des yeux. Le nom de Grant et Ellis y était accroché, imposant, comme une invitation qui n'avait pas besoin de mots pour expliquer son poids. C'était la maison de couture qui, des années auparavant, avait rejeté son portfolio avec un sourire condescendant et un talent prometteur mais immature. L'email commençait désormais par « Chère Claire » et non par « Chère Héloïse », ni par « Cher designer » et demandait un rendez-vous pour discuter d'une collaboration exclusive. Elle n'a pas souri. Ce n'était pas une vengeance qu'elle ressentait, mais quelque chose de plus profond, de plus calme, la sensation d'un cercle se refermant sans qu'elle ait à le forcer. Claire tendit la main, toucha l'écran avec ses doigts encore légèrement tremblants du matin et fit glisser l'email vers le bas, comme si elle tournait une page déjà lue. Planifiez-le pour la semaine prochaine, dit-il d'une voix ferme. Et annulez les interviews. Toutes. Keisha hésita, ses doigts planant sur l'appareil. Mais Vogue insiste. Ils veulent une exclusivité sur la transition. Ils peuvent attendre. Claire se tourna vers la fenêtre, où le soleil de l'après-midi peignait des rayures dorées sur les tissus pliés de sa table de travail. Ou pas. Ce n'est plus une question de ce qu'ils veulent. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. C'était le genre de calme qui précède une décision irrévocable, comme l'instant où les ciseaux coupent le fil qui retient une robe sur le mannequin. Keisha hocha la tête, tapa quelque chose rapidement et partit, laissant Claire seule avec le son de sa propre respiration et le bruissement des pages d'un nouveau cahier encore vierge. Elle l'a ouvert. Il n'y avait pas d'esquisse terminée, pas d'esquisse perfectionnée, juste le trait hésitant d'un stylo qui, pour la première fois depuis des années, n'avait pas besoin de se cacher. Claire appuya la pointe sur le papier et se mit à dessiner, ni pour un client, ni pour une collection, pour ne rien prouver à personne. Elle dessinait parce que le trait le lui demandait, parce que ses mains le lui rappelaient, parce que quelque chose en elle, enfin libre, en avait besoin. Dehors, la ville suivait son propre rythme. Les voitures klaxonnaient, les gens se précipitaient, les vitrines des magasins affichaient des tendances qui allaient changer en quelques semaines. Mais là, entre ces quatre murs, le temps obéissait à une autre cadence. Claire n'était plus l'ombre qui signait Héloïse, ni la fille qui implorait des miettes d'approbation. C'était la femme qui avait enterré sa peur dans le grenier d'une maison vide et l'avait ressuscitée avec son propre nom. Lorsque le téléphone vibra à nouveau un autre numéro inconnu, une autre opportunité, un autre « Nous avons toujours connu votre potentiel », elle ne répondit pas. Au lieu de cela, il prit son téléphone portable, ouvrit la galerie et trouva la photo qu'il avait prise ce matin-là, la lettre de son père, désormais encadrée au-dessus de son bureau, les mots « Ma brillante Claire », visibles même de loin.
Il a mis l'appareil en mode silencieux et s'est remis à dessiner. La ligne sur le papier prenait vie, courbe après courbe, comme un fil se dénouant dans l'obscurité jusqu'à trouver enfin la lumière. La main de la jeune fille trembla légèrement alors qu'elle se levait, ses doigts se crispant autour du stylo comme s'il pouvait s'échapper à tout moment. Et si je ne sais pas comment faire? La question fut posée d'une voix ténue, presque engloutie par le poids de sa propre peur. Claire ne souriait pas de cette façon condescendante dont les professeurs avaient l'habitude pour calmer les élèves peu sur d'eux. Au lieu de cela, elle se pencha en avant, les coudes posés sur la table, et regarda droit dans les yeux de la jeune femme. « Tu le sais déjà. » La déclaration était si ferme que la salle semblait retenir son souffle. « Ce que vous ne savez pas encore, c'est comment faire confiance à cela. Et c'est pourquoi nous sommes ici. » Elle se détourna de la table et ramassa un morceau de mousseline blanche, l'étirant entre ses mains comme si c'était une peau trop fine pour cacher la vérité. La première fois que j'ai tenu une aiguille, j'avais 10 ans. Ma mère m'a dit que je perdais du temps. Mon professeur d'art a ri quand je parlais de la couture comme d'un article. Et le premier studio qui m'a embauché? Ils m'ont payé pour que je me tienne dans un coin, ajustant nos boucles, pendant que quelqu'un d'autre signait mon travail. Sa voix ne tremblait pas. Il n'y avait aucune amertume, juste la clarté de quelqu'un qui avait déjà mesuré chaque mot avant de le prononcer. Mais j'ai continué. Parce que quand tu sais... Elle serra le tissu entre ses doigts, quand tu sais que là, un geste vers le papier blanc, vers les ciseaux, vers la machine à coudre dans le coin, est le seul langage qui a un sens, peu importe combien de personnes essaient de te convaincre que tu as tort. Tu reviens. Chaque jour. Jusqu'au jour où tu regardes en arrière et réalises, il ne t'arrêtait pas. Il te disait de te préparer. La fille aux cheveux bouclés déglutit. Et si je fais une erreur? Claire laissa tomber le tissu sur la table, le lissant du plat de la main comme s'il s'agissait d'une carte des possibles. Vous ferez des erreurs. Nous ferons tous des erreurs. Le but n'est pas d'éviter les erreurs. Il s'agit d'apprendre à les regarder dans les yeux et à dire « Cela ne me définit pas, point ». Elle prit une paire de ciseaux et coupa la mousseline en deux, avec un son aigu qui résonnait dans le silence. Ici, il n'y a pas d'effacement qui ne puisse devenir des coutures. Il n'y a pas de défaut qui ne puisse devenir des détails. Avec des mouvements précis, elle commença à plier les bords du tissu coupé, transformant ce qui était une déchirure en une délicate fleur, fixée avec une épingle. La mode n'est pas une question de perfection. C'est une question de courage. Il s'agit de décider, à chaque instant, à chaque ligne, que vous existez. Que votre nom mérite d'être prononcé. Une pause. Puis, avec un sourire qui ne demandait rien en retour, elle poussa le tissu et les ciseaux vers la jeune fille. Maintenant, montre-moi ce que tu sais. Le jean, rapiécé au genou, pesait lourd dans les mains de la jeune fille comme un aveu. Ma tante dit que la mode est réservée aux riches, murmure-t-elle, les yeux fixés sur les coutures effilochées. Je suis pauvre. Est-ce que quelqu'un comme moi peut vraiment faire ce que tu fais? Les mots flottaient dans l'air, fragiles comme une toile d'araignée dans la lumière du matin. Claire s'approcha, non pas pour répondre, mais pour voir. Sa voix, basse mais incassable, tranche le doute comme une lame tranchante. Le luxe n'est pas de l'argent, chérie. Le luxe, c'est savoir que tu mérites de prendre de la place. La jeune fille cligna des yeux, comme si l'idée était aussi étrange qu'une robe en soie dans la poussière. Claire sourit. La pièce la plus précieuse que j'ai jamais créée n'a pas coûté une fortune. Elle a coûté du courage. Quelqu'un, quelque part dans un coin de la pièce, laissa échapper un souffle tremblant. Une larme tomba non pas de tristesse, mais de reconnaissance, de celle qui brûle la gorge avant de libérer la voix. Et puis, comme si un charme avait été rompu, les mains se mirent à bouger. Les crayons grattaient le papier, d'abord avec hésitation, puis avec des traits plus audacieux. Les tissus étaient tenus à contre-jour, retournés, essayés. Des questions surgirent, d'abord timidement, puis en cascade. Ils riaient nerveusement, puis vaguement, comme des oiseaux découvrant le ciel pour la première fois. À mesure que le jour s'écoulait, les filles partaient lentement, chacune prenant une seconde de plus que nécessaire.
L'un d'entre eux a laissé un mot plié sur la table, « Merci de m'avoir reçu ». Une autre a demandé, déjà à la porte, si elle pouvait revenir demain. Claire était de nouveau seule dans le studio. Il se dirigea vers le coin du fond, où un panneau de liège appuyé contre le mur cachait des secrets. Épinglé dessus, un croquis jauni, ligne tremblante, aquarelle fanée, la première robe qu'elle avait dessinée à 10 ans, coloriée au feutre, collée avec des bouts de dentelle qu'elle avait trouvés dans la poubelle. Il le ramassa avec précaution, comme s'il était en verre. Puis, dans la lumière dorée de l'après-midi, il déplia un nouveau drap sur la table centrale. Le crayon touchait le papier non pas avec l'incertitude d'avant, mais avec le naturel de quelqu'un qui ne demande plus la permission. Les lignes étaient fluides, non pas parce que ses mains étaient infaillibles, mais parce qu'elle savait qu'elle avait le droit de les dessiner. Son nom n'était plus un gribouillage caché dans le coin de la page, c'était une signature ferme et sans vergogne, Claire Sutton, écrite avec des lignes qui ne tremblaient pas. Le soleil changea d'angle, embrassant le contour nouveau-né. L'encre encore humide scintilla un instant, comme si le papier lui-même respirait. Claire recula, pencha la tête et sourit. Pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était le vôtre. Et cette fois, le monde entier le verrait. C'est ainsi que Claire Sutton, la fille oubliée dans l'ombre de sa sœur, la couturière qui a reçu des miettes d'éloge, a retrouvé son nom, sa voix, son avenir. Pas par vengeance, mais avec clarté. Pas à travers des combats, mais à travers la vérité la plus simple et la plus dévastatrice. Elle n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à ceux qui l'avaient ignorée. Il y avait de quoi briller pour ceux qu'on n'avait jamais vus. Et c'est peut-être là la revanche la plus puissante de toutes, non pas la lutte pour être accepté, mais la grâce de s'épanouir sans avoir besoin des applaudissements de qui que ce soit. Et toi? Si tu avais été à la place de Claire, qu'aurais-tu fait? Des excuses silencieuses auraient-elles suffi, ou seriez-vous allé plus loin? Dites-nous. Laissez dans les commentaires quelle partie de cette histoire vous a le plus profondément marqué. Et si vous pensez, comme nous, que des histoires comme celle-ci de trahison, de guérison et de renaissance méritent d'être racontées, inscrivez-vous. Chaque semaine, nous rapportons des histoires qui le prouvent. Parfois, la voix la plus faible est celle qui crie le plus fort. Jusqu'à la prochaine fois.